L'Association canadienne de spondylarthrite est très, très fière cette année de continuer la tradition qu'on a commencée l'année passée, les webinaires en français qui vont être de plus en plus fréquents. On a besoin de vous, salut de Brossard. On a besoin de vous, on a besoin de savoir qu'est-ce que vous avez besoin, comment est-ce qu'on peut vous servir. Mon nom est Élie Karam, je suis le nouveau président de l'Association canadienne de spondylarthrite. Puis encore une fois, on est là pour vous servir, on est là pour vous passer les sessions d'éducation que vous avez besoin. Un patient comme moi, par exemple, quand j'étais diagnostiqué de spondylarthrite, même si je suis dans le domaine médical, j'avais besoin d'informations. J'avais besoin d'informations. J'avais besoin de parler avec des gens qui avaient la maladie, comprendre c'est quoi, et j'avais besoin de support. Et puis finalement, j'avais aussi besoin de quelqu'un qui défende mes droits en tant que patient. Donc, on est là pour vous. L'Association canadienne de spondylarthrite est faite pour ça. Et elle est faite pour être la voix des patients atteints de spondylarthrite partout au Canada. Et encore une fois, on est une association bilingue. Donc, le français est très important pour nous. C'est pour ça qu'on fait ces sessions-là. Et on est très chanceux, encore une fois, d'avoir avec nous ce soir Gligor Diab, qui est physiothérapeute à Montréal et qui va nous parler de l'activité physique et la spondylarthrite. Donc là, je vais prendre encore 2 minutes pour, avant de commencer. Je veux que le monde rentre de plus en plus. Encore une fois, si vous êtes en live, faites-moi un hashtag live. Puis si vous êtes en train de voir le recording, faites-moi un hashtag recording. On est très, très, très content de vous avoir avec nous ce soir. Bonne nouvelle pour l'Association canadienne de spondylarthrite. On est officiellement une organisation à but non lucratif, donc on peut faire des reçus de dons. Encore une fois, notre mission est de vous servir, de vous passer tous les outils possibles et imaginables pour mieux vivre avec cette maladie chronique qui n'est pas une maladie invisible. On est bel et bien visible, puis on va s'assurer de hausser la voix très haut pour se faire entendre, pour que tous les patients atteints de spondylarthrite se fassent entendre comme il faut. Durant la session, je vous prie de garder les questions dans le Q&A. On va laisser à la fin de la séance un bon 15-20 minutes pour discuter, parler, voir c'est quoi vos craintes, comment est-ce qu'on peut intégrer avec vous l'activité physique, surtout dans des périodes des fois difficiles. Vous savez, on passe des fois par des flares, puis on se dit, ah, qu'est-ce que je veux faire? Genre, je veux bien bouger, mais j'arrive pas. Fait que la bonne nouvelle, on a un spécialiste là-dedans, il va nous guider là-dessus, il va essayer de nous aider. Donc là, on va commencer, je vais laisser la parole à Gligor Diab. Encore une fois, merci énormément Gligor d'être présent avec nous ce soir. C'est vraiment un plaisir de t'avoir. Puis j'espère que c'est vraiment pas la dernière fois parce que tu as beaucoup à apporter, tu as beaucoup d'expérience avec les patients de spondylarthrite. Puis on a besoin de toi, Gligor. On a besoin de toi. Puis le monde francophone a besoin de physiothérapeutes comme toi. Merci encore d'être ici ce soir. Je te laisse la parole. Ben, c'est très gentil. Est-ce que tout le monde m'entend bien, petit? Personne? Bon, super. Ben, écoutez, merci. Merci à l'Association canadienne de spondylarthrite. Merci à Élie de m'avoir invité. Ça fait quelque temps qu'on parle et qu'on essaie d'avoir la chance de se croiser là, pour faire une belle soirée comme ça. Fait que merci. C'est encore le fun de prendre un peu de notre temps pour jaser à tout le monde. C'est vrai qu'il y a un manque. Hein. Il y a un manque en physiothérapie, en français, en anglais, au Canada, au Québec. Alors, c'est le fun d'avoir une opportunité comme ça de répondre un peu à quelques besoins. Alors, merci encore. Écoutez, beaucoup de choses qu'on va jaser aujourd'hui. Ça va être une grande séance, là, en forme, je l'espère. Donc, en introduction, mais pourquoi on va parler de l'activité physique? Hein? Pourquoi c'est si important au bout de la ligne? On va parler aussi de qu'est-ce qui est considéré comme étant de l'activité physique, qu'est-ce qu'on vise comme niveau, des exemples d'activités, comment doser aussi nos activités. On va jaser, bien sûr, de l'activité physique et de la spondylarthrite. Parce que, bon, encore une fois, est-ce que spondylarthrite veut dire que l'activité physique est bonne? Bien, malheureusement ou heureusement pour vous, la réponse, c'est oui. C'est prouvé. On va parler des bienfaits également. Puis on va parler de comment débuter un programme d'exercice. C'est souvent ça qui est difficile. Comment débuter avec, bon, toutes les micro-portions qu'il y a là. Puis je terminerai en vous donnant des exemples d'exercices que vous pouvez faire à la maison, des choses plus accessibles, plus faciles d'accès. Donc, en gros, on commence. Pourquoi parler d'activité physique et pourquoi un physiothérapeute comme moi est si content d'avoir l'opportunité d'en parler aujourd'hui?
Écoutez, l'histoire de base, c'est que pour moi, c'est un outil majeur. C'est mon outil le plus important. Voici l'idée. La physiothérapie avec la spondylarthrite, il y a deux aspects clés très importants. Premièrement, le traitement doit être actif, beaucoup plus que passif. Ça a été prouvé en long et en large. Et deuxièmement, c'est une discipline dans laquelle l'enseignement est super important. L'enseignement de plein de choses, mais entre autres de concepts théoriques comme celui de l'activité physique. Qu'est-ce que c'est le traitement actif-passif? Je vais prendre 2 minutes pour vous en parler parce que on a tous cette espèce de tendance, hein, quand on va chez le physio, à vouloir se faire masser, à vouloir avoir des machines électriques, à vouloir avoir des TENS, des ultrasons. Puis écoutez, la science le prouve. Ça fait longtemps que c'est prouvé. Privilégier des modalités de traitement actives plutôt que passives est plus payant. Donc, le passif, encore une fois, les massages, les machines, mobiliser un patient, oui, oui, ça a sa place des fois, mais jamais autant que toute la portion active. Et la portion active, ben, c'est les exercices, c'est l'activité physique, c'est l'enseignement de ces choses-là qu'on a à vous faire, puis c'est l'enseignement de toutes les théories qu'on doit faire en spondylarthrite, puis avec les maladies un peu plus chroniques, dont bien sûr l'activité physique dont on va parler aujourd'hui. L'exercice est un médicament. Simple, facile. En 2009 déjà, le British Journal of Sports Medicine a stipulé que, bien là, je vous le lis mot à mot, c'est plus facile, l'exercice agit réellement comme un médicament. Et en fait, on peut le considérer comme un vaccin, un mot très à la mode ces temps-ci, comme un vaccin nécessaire pour prévenir la maladie chronique et même la mort prématurée. Donc, l'exercice pour la santé générale, c'est établi, c'est bon, c'est ce qu'on veut. Mais pour les articulations, est-ce que c'est vrai ça aussi? Oui. Les articulations ont besoin d'activité et de mouvement pour rester en santé. Le cartilage, qui est une surface qu'on a sur les os, qui bouge les uns sur les autres, là, ça reçoit très, très peu de sang. Okay? Donc, en réalité, pour alimenter un cartilage, il faut du mouvement. Il faut absolument du mouvement qui va au bout de la ligne aller alimenter tout ça. On compare souvent un cartilage à une éponge. Une éponge, si ce n'est pas stimulé, ça s'assèche, ça absorbe rien. Tandis qu'effectivement, si on stimule l'éponge, si on stimule le cartilage par du mouvement, qui va créer des pressions, des décompressions, des pressions, des décompressions, bien, ça va créer cette espèce de lubrification que l'articulation a besoin. Beaucoup de gens ont peur de bouger, mais si tu n'as pas ce mouvement, il n'y a pas de lubrification et bien sûr, l'articulation use davantage comme ça. Donc, non seulement l'exercice est bon pour la santé en général, chose qu'on savait tous déjà un peu, mais pour les articulations également. Donc, double raison de bouger finalement. Maintenant, qu'est-ce qui est considéré comme étant de l'activité physique? J'ai un secret. Il ne faut pas le dire à personne. Juste pour vous autres. L'activité physique, ce n'est pas seulement les exercices comme tels. L'activité physique, c'est défini comme tout mouvement du corps produit par les muscles qui requiert une dépense d'énergie. Donc, toute activité compte. Ça veut dire quoi, ça, dans les faits? Ça veut dire que se déplacer, vos transports, votre travail, la portion physique où vous bougez au travail, vos tâches ménagères, tout ça, ça compte. Les loisirs comptent, les sports comptent, bien sûr, les exercices comptent également. Mais c'est important de comprendre, avant de se décourager, que ce n'est pas juste de faire des exercices où on sacrifie du temps et des séances spécifiques. Là. Tout ce que vous faites comme mouvement dans la journée compte. Et ça, c'est vraiment quelque chose de réconfortant à savoir. Maintenant, plus précisément, qu'est-ce qu'on vise au niveau de l'activité physique, par contre? Et là, je vais vous le lire, puis je vais y revenir là-dessus par après. Cette diapositive est très importante. Donc, pour bénéficier des gains de santé associés à l'activité physique, les adultes de 18 à 64 ans doivent cumuler deux choses. Un, une activité physique d'intensité modérée, 150 minutes par semaine, ou d'intensité élevée, 75 minutes par semaine. Idéalement,
une période minimale de 10 minutes est requise pour que ça fasse la job. Donc, 10 minutes, la bonne nouvelle, c'est que c'est suffisant. Ceux qui disent « j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps », 10 minutes de fil, c'est assez. Maintenant, reculons 2 secondes. 150 minutes par semaine d'activité d'intensité modérée, c'est 21 minutes par jour. Ou 75 minutes d'intensité élevée, c'est 10-11 minutes par jour. Fait qu'on parle de 20 ou peut-être même juste 10 minutes par jour qui pourraient être suffisants pour vous garder en forme d'une manière plus qu'acceptable. Encore une fois, pas besoin de plus que 10 minutes de fil. Je vous parle du détail dans une trentaine de secondes de qu'est-ce que c'est une activité d'intensité modérée versus une d'intensité élevée. Mais le deuxième point qui est important, c'est d'inclure des exercices de force. Oui, il faudrait idéalement au moins 2 jours par semaine que vous ayez des exercices de force qui vont aller faire travailler vos groupes musculaires principaux. Et vous allez voir, je l'écris juste en bas ici, qu'à la fin de la présentation, je vais vous en enseigner quelques-uns pour rendre ça un peu plus facile des fois à avoir des idées au lieu d'aller les prendre n'importe où sur Internet. Alors, encore une fois, activité physique modérée versus élevée. Parlons-en. Qu'est-ce que c'est qu'une activité physique d'intensité modérée? Bien, la marche d'un pas vif. Un pas vif, c'est quoi, là? Facile. 100 pas à la minute. Calculez-le. 100 pas à la minute, suffisant. Danser, jardiner, travaux ménagers, promener son chien, jouer avec les enfants, tout ça, modéré. Qu'est-ce qu'une activité intense? Marcher d'un pas plus rapide. Ça veut dire quoi? 130 pas à la minute. Encore une fois, ça, c'est quelque chose de très facile à calculer, avec ou sans podomètre. Maintenant, des choses plus intenses, bien sûr, le vélo, l'aérobie, la nage, les sports de compétition. Bon, c'est pas tout le monde qui peut se rendre à ce type d'activité-là, mais encore une fois, selon votre phase, que vous soyez en crise ou pas, puis selon votre situation, votre pathologie comme telle, il y a plein de gens pour qui ça va être tout à fait faisable. Maintenant, pour d'autres, ça ne le sera pas et on pourra retourner aux activités plus modérées, à peu près 20-21 minutes par jour. Difficile des fois de doser, hein, de savoir si c'est modéré ou si c'est intense, qu'est-ce qu'on fait, ce n'est pas toujours si simple. Ailleurs, il y a une manière alternative de doser une intensité qui est très reconnue, qui s'appelle le test de la parole. Très simple. En gros, ce que ça dit, c'est que si vous faites une activité d'intensité qu'on considère faible, bien, vous pourrez chanter. Vous comprendrez que ce n'est pas assez intense pour nous. Dans un monde idéal, si vous pouvez chanter, l'intensité n'est pas modérée, n'est pas élevée, donc on aimerait que vous alliez un petit peu plus fort. Une activité d'intensité modérée, on peut parler sans trop d'effort. Donc, soit à débit régulier ou en étant un petit peu essoufflé. Et si vous faites une activité d'intensité élevée, bien là, vous allez devoir reprendre votre souffle au bout de quelques mots. Alors, quelqu'un qui fait une activité qui demande des fois comme ça de se rattraper, bien, ça peut être simplement suffisant comme test pour savoir est-ce que je suis dans le range que je veux aller chercher. Alors, le test de la parole, ça a l'air complètement crétin, mais honnêtement, c'est super reconnu, c'est facile, c'est accessible et ça s'adapte beaucoup plus à vos activités que vous faites dans la vie de tous les jours, sans être obligé de se demander si vous êtes en train de jouer au soccer de façon assez intense ou pas. Alors voilà, un petit truc un peu plus facile, plus passe-partout pour doser l'intensité. Parenthèse, petit truc en extra. L'OMS, qui est l'Organisation mondiale de la santé, encore aujourd'hui, en 2021, recommande que vous fassiez 10 000 pas par jour. 10 000 pas par jour pour maîtriser votre poids, pour vous maintenir en forme, pour préserver votre santé. Alors, ça aussi, c'est un truc intéressant. Encore une fois, les podomètres, les Fitbit, les montres qui peuvent vous aider dans ce truc-là. 10 000 pas par jour, c'est quelque chose qui est reconnu également, puis qui peut vous orienter par rapport à votre quantité d'activité physique. Spondylarthrite et activité physique. Est-ce que ça fit? Parce que pour monsieur, madame, tout le monde, on vient de dire que l'activité physique, c'est important. Mais est-ce que c'est pareil si on a de la spondylarthrite? La réponse est oui, sans aucun doute.
L'importance de l'activité physique a été reconnue par plusieurs organismes. Puis le EULAR, la Ligue européenne contre le rhumatisme, est une entité très, très connue en rhumatologie. Et encore en 2018, là, ils ont réendossé clairement le fait que l'exercice, l'activité physique était très importante en spondylarthrite. Alors définitivement, oui, ça vous concerne tout ça. Récemment, 2020, une étude a confirmé que l'activité régulière chez les patients atteints de spondylarthrite amène une meilleure fonction, une meilleure capacité aux exercices, une meilleure mobilité articulaire, ce qui, au bout de la ligne, veut simplement dire une meilleure qualité de vie. Ça, c'est très, très récent. Ça ne faisait que confirmer des bénéfices qui sont connus depuis longtemps au niveau de l'exercice en spondylarthrite. L'activité physique augmente la mobilité, la force, la forme cardiovasculaire, le dodo. Oui, le dodo, le sommeil. Et donc, la fonction quotidienne, le bien-être et la qualité de vie, clairement augmentée. Ça diminue, ce qui est une bonne chose aussi, la douleur, les raideurs matinales, puis la sensibilité articulaire. Maintenant, ça, c'est des choses qu'on savait depuis longtemps et comme vous voyez, c'est reconfirmé en 2020. Je vous fais une parenthèse. Comme quoi, l'activité physique prévient aussi beaucoup les maladies chroniques. Et c'est important de comprendre que la spondylarthrite, oui, ça donne des problèmes articulaires, mais il y a des risques cardiovasculaires, entre autres, qui sont augmentés avec cette maladie-là. Alors, plus vous réussissez à vous rester en forme et actif, mais plus vous réussissez à jouer sur les deux tableaux en même temps. Tout le monde est encore là? Je ne vois pas d'autres personnes. Élie, tout le monde est là? Tout est vivant? Super. Malgré tout, l'être humain est la petite bête que l'être humain est. Et les études prouvent encore que les gens atteints de spondylarthrite font moins d'exercice que les gens pas atteints. Les êtres humains, en général, n'en font déjà pas assez. Alors, c'est difficile encore plus en spondylarthrite de se garder actif. Right? On le sait. Alors, comment débuter? Qu'est-ce qu'on fait? D'abord, le premier point, et c'est vraiment plate, mais il faut être conscient que les effets sont longs à se faire sentir. Je sais. J'aimerais que ce soit aussi rapide que de prendre une pilule. Ce n'est pas le cas. Alors, patience. Patience, mais comment faire pour garder sa patience? Donc, comment est-ce qu'on décide de débuter un programme pour que ce soit plus facile à tolérer? Mais première des choses, avoir du plaisir. Ça a l'air complètement fou comme conseil, mais si vous utilisez une activité que vous ne trouvez pas intéressante, vous ne durerez pas, vous ne persisterez pas. Point numéro 2, le dire à quelqu'un. Le fait de le dire à quelqu'un va peut-être faire d'abord un ami avec qui pratiquer, mais va aussi faire quelqu'un à qui vous allez peut-être devoir rendre des comptes. Quelqu'un qui va être là et qui va demander: Puis tes exercices, t'es fait-tu encore? Puis ça devient gênant quand on a des comptes à rendre. Alors, le dire à quelqu'un, c'est quelque chose qui a été réputé comme étant quelque chose qui aide beaucoup les gens à s'engager dans un programme d'exercice. Et le troisième point, c'est d'établir des objectifs qu'on appelle SMART. Le concept SMART est un concept qui existe depuis longtemps, pas juste pour les exercices physiques, mais dès que quelqu'un veut établir des objectifs et qui veut que les objectifs soient bien tangibles et qu'ils restent dans le temps, on suggère d'utiliser l'acronyme SMART pour développer et préciser l'objectif. Donc, S pour spécifique, M pour mesurable, A pour atteignable, R pour réaliste et T pour défini dans le temps. Je vous explique ce que je veux dire. Voici un exemple très concret, très terre à terre, que vous pourriez essayer demain si vous voulez. Voici un objectif que j'ai choisi, devenir plus actif. Alors, de façon spécifique, S, qu'est-ce que je veux? OK, j'ai décidé que j'allais marcher 30 minutes par jour. Je n'ai même pas besoin de ça. J'ai besoin de 20 minutes dans ce souvenir. En tout cas, 30 minutes par jour, 7 jours par semaine. Est-ce que c'est mesurable? Ben ouais. Je peux chronométrer mes promenades, je peux compter mon nombre de pas, je peux mettre tout ça par écrit. Est-ce que c'est atteignable? Ben, chaque personne ici, si c'est atteignable pour elle en général, mais des choses qui peuvent aider à l'atteindre, ben, c'est que si on trouve un partenaire. C'est un bel exemple de choses qui peuvent aider. Est-ce que c'est réaliste? Ben, on peut débuter par 10 minutes par jour. Par exemple, le matin, quand on n'est pas en crise, bien sûr. Quand on est en crise, ce n'est pas le temps, on en reparlera plus tard. Et au niveau du temps, ben, on pourrait établir, par exemple, qu'on veut atteindre le fameux 30 minutes de marche après 4 semaines.
puis qu'on veut atteindre le deuxième but, qui était de marcher 7 jours sur 7, là, après 6, 7 ou 8 semaines. Mais voyez-vous, cette façon, ce type de structure est un bel exemple de comment se créer des objectifs et se donner des chances que ça perdure dans le temps, puis de voir si on avance comme il faut, puis si on respecte un peu finalement la pression qu'on s'est mise finalement en début d'objectif. Donc voilà pour l'objectif SMART. Attention, si je vous ai trop excité et que vous êtes en train de mettre vos souliers déjà pour aller courir dehors, il faut éviter de partir en peur. Donc, ce qu'on appelle les cycles en dents de scie. Partir super fort, avoir une crise. Puis on attend quelques temps, on a moins d'activité, on repart. Hop, une autre crise. Et on repart, et on s'amuse comme ça. Ce cycle-là est très reconnu. C'est que souvent, quand on part trop vite, trop fort, bien, on reste irritable. Et quand on recommence, on refait une crise beaucoup plus rapidement, beaucoup plus rapidement. Puis tranquillement, ce que les gens font à cause des crises multiples, c'est qu'ils baissent leur niveau d'activité physique. Donc, évitez de partir trop fort, restez réaliste et progressif pour, tadam, faire comme la tortue et le lièvre. Rien ne sert de courir. Il faut partir à point. Partez moins vite. Assurez-vous d'avoir le moins de ups and downs possible dans un monde idéal. Et c'est ce qui va vous donner les meilleures chances à long terme de poursuivre votre programme. Maintenant, c'est des belles paroles, tout ça. Jusqu'où aller pour éviter les crises? Comment est-ce qu'on fait pour savoir qu'on en fait trop, on n'en fait pas assez? Bien, il n'y a pas de boule de cristal, on ne se mentira pas. Maintenant, la réalité, c'est qu'on peut se baser sur l'échelle de douleur. Une échelle classique qui est très, très connue là, par beaucoup de gens. Vos médecins vous en ont souvent parlé souvent. Tu as mal à combien sur une échelle de 0 à 10? 0, tu n'as pas mal. 10 sur 10, c'est mon crayon dans l'œil, puis tu es à l'urgence. Alors, dans une échelle de 0 à 10, souvent, ce qu'on dit, c'est que si les gens se tiennent entre 0 et 3 pendant leur exercice, c'est sécuritaire. C'est une douleur qui est bien correcte. Il ne faut pas s'énerver. Si vous montez à 4, 5, c'est encore acceptable. Mais si vous êtes rendu à 6, 7, 8, 9, 10 de douleur, fort probablement que là, on a été beaucoup trop loin. Donc, ce n'est pas parfait comme façon de voir les choses. Mais ça donne définitivement une idée de comment essayer de se jauger. Et oui, une douleur après les exercices est définitivement acceptable pendant 24, peut-être même 48 heures, surtout si c'est de la fatigue musculaire. Là, ça peut durer facilement 48 heures et il n'y a rien d'inquiétant là-dedans. Maintenant, ça, c'est une petite ligne guide pour, encore une fois, voir comment vous pouvez attaquer ça sans aller trop vite et trop fort. Ceci étant dit, que faire en cas de crise? Parce que des fois, on en fait. Puis des flares, comme tantôt Élie disait, là, des flares, c'est des crises, c'est des poussées inflammatoires. Donc, des flares, il y en a. C'est une réalité dans une pathologie inflammatoire, c'est sûr, c'est sûr. Donc, s'il y a une crise, qu'est-ce qu'on fait avec l'articulation? Mais les gens oublient souvent là, qu'on a beaucoup d'articulations. Ce n'est pas parce qu'on a mal à un endroit que tout le reste doit être arrêté. Donc, si une articulation spécifique est touchée, vous avez plus mal au bas du dos, mais votre cou est correct, bon, n'oubliez pas, on repose l'articulation touchée, le reste va encore bouger. Est-ce qu'on met de la glace, de la chaleur? Long débat, on n'ira pas là-dedans aujourd'hui. Classiquement, en cas de crise, la glace est un peu plus recommandée. Là, beaucoup d'études sont en train de remettre ces choses-là en question. Je vous dirais que donc, chaleur et glace, selon le besoin. Glace peut-être plus safe pour le moment, si on y va très, très rapidement. Puis bien sûr, ce qu'on veut quand on est en crise, au moins, c'est de maintenir l'amplitude de mouvement. Vous avez mal au cou, essayez au moins d'aller chercher un petit peu de votre mouvement dans l'amplitude pas trop douloureuse, parce que si vous passez plusieurs jours à cause de votre crise à ne pas bouger, vous allez perdre cette mobilité-là. Puis c'est super important de ne pas la perdre parce qu'elle est très difficile à récupérer. Fait qu'en crise, on se calme un peu, glace, chaleur, on s'assure de bouger juste dans l'amplitude qui fait pas mal, c'est tout. On se calme, quand ça reviendra, on remontera sur le cheval. Maintenant, ça, c'est pour l'articulation. Qu'est-ce qu'on fait pour l'activité qu'on était en train de faire, qui nous a mis en crise? Mais il y a juste 3 choix. Ce n'est pas super compliqué. Soit que tu continues. Et là, si vous continuez, votre douleur va augmenter. Alors, la réponse, c'est non.
soit vous arrêtez complètement, ce qui est vraiment très tentant. Maintenant, si vous arrêtez complètement, bien, vous allez perdre vos gains. Écoutez, il a été prouvé qu'on perdait de 3 à 5 de notre force à chaque jour d'inactivité. C'est énorme. Fait que d'arrêter complètement, un peu comme je le disais tantôt, c'est non. Maintenant, la troisième option, c'est de modifier. Oui, oui. Modifier veut dire quoi? Baisser notre fréquence, baisser notre répétition, notre nombre de répétitions, changer d'activité carrément. Si telle activité n'est plus faisable pour tel type de douleur, faites-en une autre qui va aller moins irriter votre articulation malade, mais restez actif. Modifier. Et surtout, c'est écrit en bas de la slide, là, en bas de la diapositive, là, ne pas oublier de reprendre. Parce qu'à un moment donné, c'est ça que les gens font. On arrête, la douleur se calme et on ne reprend pas. Donc non, on modifie, ça va mieux, on reprend. C'est la façon de faire les choses. Maintenant, si au contraire, donc, tout s'est bien passé pour vous, et que là, vous voulez même progresser l'activité physique, parce que les choses, des fois, se passent bien, n'est-ce pas? Ben oui, il faut progresser pour faire des gains. Le corps, là, si on le met au défi, il va répondre en s'améliorant. Maintenant, l'idée, c'est qu'il faut effectivement progresser. Maintenant, progresser, on fait ça comment, là? Encore une fois, des lignes guides. 3 points. Le premier, comprendre comment progresser sécuritairement. Souvent, on dit que d'augmenter d'environ 10 par semaine, soit votre résistance, soit votre distance, soit votre vitesse, c'est quelque chose qui est réputé comme étant relativement sécuritaire. Donc, un 10 par semaine environ, c'est ce qu'on regarde. Maintenant, une fois qu'on a compris comment, il faut savoir si vous êtes prêt aussi. Si vous êtes prêt au niveau de l'état d'esprit. Et ça, des fois, c'est quelque chose de plus difficile. Hein? Avoir un peu de motivation, se sentir euh, en sécurité, se sentir capable de être juste des fois un peu dirigé. Donc, est-ce qu'on en parle à votre physio? Est-ce qu'on en parle au médecin ou à n'importe quel intervenant qui s'occupe un peu de votre santé? Bien, des fois, il faut passer par là. Puis, outre le fait d'être prêt, bien là, il faut être aussi capable de progresser. Il faut que la douleur soit contrôlée. Il faut de l'argent, il faut du temps, il faut de l'espace, il faut de l'équipement. Puis quand je dis qu'il faut de l'argent, c'est si vous avez choisi de faire une activité qui implique qu'il faut absolument vous inscrire au gym, là. Mais en réalité, il faut considérer ces choses-là. Avez-vous ce qu'il vous faut au niveau ressources financières, au niveau équipement, au niveau espace? Puis si vous les avez, go. Si vous ne les avez pas, bien là, il faut les établir pour pouvoir progresser. Donc, en gros, on essaie de progresser de cette façon-là. Prêt à progresser? All right, go! Qu'est-ce qui sont des idées de formes d'exercice plus concrets? Prouver en spondylarthrite. Tai Chi, prouver. Pilates, prouver. Yoga, prouver. Yoga, là, j'aime beaucoup le yoga. Je ne veux pas me faire juger pour le yoga, je refuse de me faire juger. Mais je veux quand même que vous fassiez attention aux positions un peu trop extrêmes que des fois le yoga peut apporter. Ce n'est pas à la portée de tous, mais ça reste que le yoga est une belle activité. Attention aux amplitudes extrêmes, s'il vous plaît. Natation, aquaforme, aérobie de faible impact. Je continue. Boum. Marche nordique. Vous savez ceux qui marchent avec le bâton? Le fait d'ajouter des bâtons augmente de 10 à 15 la capacité cardiovasculaire. Très simple, juste d'amener vos bâtons. Maintenant, il y a 3 points ici que j'aime beaucoup mentionner. La marche dehors / tapis roulant. Le vélo / vélo stationnaire. L'elliptique. Ces 3 exemples-là, j'en parle en bas de la diapositive, il ne faut pas négliger les options qui se font à domicile parce qu'on habite au Canada. La météo. On a déjà toutes les raisons du monde de paresser et d'avoir trop mal pour faire des exercices et d'avoir pas le goût. Si en plus on rajoute le fait que la pluie, la neige et la glace nous compliquent la vie, vous allez réaliser qu'on a beaucoup d'excuses pour ne pas être actif, OK? Et c'est vrai qu'au Canada, je recommande sérieusement à la grande majorité des gens d'acheter usagé
d'emprunter, d'aller voir des amis qui finalement n'en ont pas. Ça peut être gratuit ou très, très pas cher, là, avoir quelque chose à la maison. Un tapis roulant, ça prend un peu de place, mais bon, moi, j'ai un elliptique personnellement chez moi. Des fois, ça peut être un vélo stationnaire. Mais d'avoir quelque chose qui est devant la télé, en écoutant Netflix, pas d'excuses, qui ne dépendent pas de la météo, qui ne dépend pas de l'abonnement au gym, des heures d'ouverture de la piscine. C'est super payant au Québec et au Canada. Donc, sous le signe de l'humour, là, je ridiculise un peu tout ça, mais c'est vrai. Essayez d'avoir quelque chose qui est accessible. C'est vraiment très important. Exemple d'exercice à domicile. Bon, quelle heure est-il, les amis? Bon, parfait. Écoutez, il y a des gens qui vont avoir besoin, pour pouvoir tolérer les activités globales qu'on vient de mentionner, il y a des gens qui vont avoir besoin d'exercices que j'appelle préparatoires, qui sont un peu plus spécifiques. Enseignés par le physio, par le kiné, par Internet, s'il faut écouter, c'est correct, là. La réalité, c'est que des fois, il y a des exercices qui vont être importants pour vous préparer à pouvoir vous rendre à faire du vélo, à faire du jogging, tout ça. Et en spondylarthrite, il y a des catégories qui sont très, très, très reconnues. Exercice d'étirement, de mobilité, de force, de posture, exercice respiratoire, même exercice d'équilibre. Alors, ces exercices-là, en réalité, pourraient être très intéressants. Puis, savez-vous quoi? Ben, j'en ai quelques-uns pour vous aujourd'hui. Bon, là, il y a une clause de non-responsabilité. C'est long. Je n'ai pas le goût de la lire. Je laisse 15 secondes aux gens s'ils veulent. Mais en gros, ça dit que si vous avez des grosses maladies, assurez-vous de consulter pour être sûr si vous pouvez commencer à faire un programme plus intense. Puis si c'est une des premières fois que vous faites des programmes d'exercice, ou ça fait longtemps que vous n'en avez pas fait, mais attendez-vous à un inconfort musculaire. C'est correct. C'est normal. 24 à 48 heures, c'est correct. Puis encore une fois, plus on y va progressif, plus on réussit à aménager ça. Fin de la clause. Alors, des choses faciles à faire à la maison. Ça, c'est même pas un exercice. La posture, là, c'est pas un exercice comme tel, mais c'est quelque chose d'intéressant à pratiquer pour vous donner, c'est quoi l'idée de quelqu'un qui est droit. En réalité, ce qu'on recherche, c'est d'avoir une ligne un peu comme vous voyez, on s'accote au mur. On s'accote au mur, les pieds au mur, les fesses au mur, la tête au mur. On a une belle ligne qui tranche le corps comme ça, là. C'est pas un exercice. Il n'y a pas de nombre de secondes ou de nombre de minutes ou de nombre de répétitions à faire comme ça. C'est beaucoup plus d'avoir une sensation de qu'est-ce que c'est que d'être droit le plus possible. C'est une sensation, c'est une habitude à prendre. Mais ça, quelque chose de facile à aller faire de temps en temps. Puis je vous dirais, une fois que vous êtes installé au mur, là, allez faire quelques pas comme ça après. Restez comme ça. Allez faire une dizaine de pas pour sentir un peu ce qui se passe. Puis plus votre corps le sent, plus il va facilement pouvoir le reproduire dans la vie de tous les jours. Fait que, petite parenthèse intéressante. Maintenant, pour les exercices qui s'en viennent comme première catégorie, ça va être des étirements. Après ça, il y aura des exercices de force. Les étirements, chacun de ceux qu'on va voir pour les prochaines diapositives, on les maintient idéalement 20 à 30 secondes, 4 fois de fil. On essaie de les faire tous les jours si possible. À l'impossible, nul n'est tenu. Les étirements en spondylarthrite, on les veut plus régulièrement un peu que le renforcement. On veut un inconfort. C'est correct un inconfort, mais ça doit être un inconfort, pas une grande douleur. OK? On ne donne pas de coups. On fait l'exercice progressivement, lentement. Et petite parenthèse, arrêtez de retenir votre souffle. On respire, OK, s'il vous plaît. Go. Un exercice très, très simple, très, très connu. Coucher sur le dos. Les étirements avec le genou vers la poitrine. Donc, on tire une jambe vers soi. On tire la deuxième jambe vers soi. Puis ensuite, on tire les deux. Cet exercice-là est un avantage parce qu'il va chercher en même temps le bas du dos et les hanches. Puis on sait qu'en spondylarthrite, les hanches sont très affectées également. Et vous verrez dans le dessin, dans le dernier dessin d'en bas, que les chevilles sont croisées. Ce n'est pas du tout une nécessité. Mais en croisant les chevilles, ça vous permet d'ouvrir un peu plus les genoux
Et quand on ouvre un peu plus les genoux, ben là, ça bloque moins dans les hanches et on peut tirer un peu plus loin. Donc, il y a des gens qui aiment mieux croiser les chevilles, c'est mon cas. D'autres gens préfèrent ne pas croiser, c'est pas grave. Maintenant, autant cet exercice-là est utile, autant en spondylarthrite, on préfère que vous soyez plus mobile vers le creusage en arrière que vers l'arrondissement vers l'avant. Fait que j'aime bien cet exercice-là. Il vous arrondit pas trop, mais ce que j'aime encore mieux, c'est que vous alliez compenser aussi un peu après. Fait que souvent, le truc que je donne aux gens, c'est quand vous faites un exercice qui vous arrondit le dos, pensez après ça à faire un exercice qui vous amène plutôt vers l'arrière, dans l'ordre. Ça aide un peu à compenser. Donc, aussi simple que ça, se coucher sur le dos, les bras vers l'arrière, c'est bon pour le bas du dos, c'est bon pour le milieu du dos, pour le cou, pour les épaules, très simplement. Et pour ceux qui sont plus courageux, on peut se mettre à plat ventre carrément en appui sur les coudes. Et ça, c'est une position que vous pouvez garder 2 à 3 minutes. Comme vous voyez dans mon espèce de courbe bleu ciel, le but, c'est de creuser un peu le bas du dos vers l'arrière pour ceux qui peuvent le prendre. C'est un excellent mouvement pour la spondylite en général. Et la tête continue de regarder en bas. Très important. On ne regarde pas la télévision pendant ce temps-là. Non. On se met un téléphone cellulaire entre les deux mains, on se met une tablette et on garde la tête comme ça pour ne pas blesser le cou et pas l'amener dans une mauvaise direction. Donc voilà, des choses qui nous amènent un peu vers l'arrière. Ah, l'étirement du psoas. Bon, en réalité, ça, c'est pour étirer finalement l'aine, le devant de la hanche. Parce qu'encore une fois, c'est des muscles en spondylarthrite qui ont tendance beaucoup à raidir et qui amènent donc les gens encore beaucoup à se pencher vers l'avant, à courber vers l'avant. Donc, là, vous remarquerez en passant, beaucoup de gens se posent la question, c'est la jambe gauche qu'on est en train de travailler ici. C'est pas la jambe droite, c'est la jambe que le genou est à terre. Donc, ce qu'on veut, c'est finalement d'aller étirer l'aine gauche pour que ça aille tirer justement un peu devant, puis pour encore une fois aider à avoir une position moins penchée. Toujours, hein? 20 à 30 secondes, 4 fois de fil, vous vous souvenez de ça? Excellent. Un exercice ici qui n'est pas si toujours typique dans tous les programmes de spondylarthrite que vous allez voir, des associations canadiennes, américaines, United Kingdom, vous allez voir, ça ne revient pas si souvent. Mais c'est quelque chose qui est pratico-pratique très intéressant. C'est d'aller croiser la hanche et d'aller comme ça pousser le genou vers le sol. La raison d'être de cet exercice-là, c'est très simple. C'est que parce qu'on a souvent de la misère à aller se pencher, mettre nos chaussettes, mettre nos souliers, garder une hanche mobile comme ça devient impératif. Donc, encore une fois, facile à faire devant la télévision. Ayez un petit timer avec vous en passant ou votre téléphone cellulaire, vous y mettez un 30 secondes, go, puis il va sonner tout seul pendant ce temps-là. Donc, magique. Ouais, l'étirement des ischio-jambiers. Les ischio-jambiers, la flèche verte, la flèche verte, non, elle n'est pas verte, elle est bleue. La flèche bleue est en train de pointer l'arrière de la cuisse. L'arrière de la cuisse, c'est les ischio-jambiers. C'est des muscles qui s'attachent au niveau du bassin. Et le problème avec ces muscles-là, c'est quand ils sont trop tendus, ce qu'ils font, c'est qu'ils tournent le bassin vers l'arrière, ce qui arrondit le bas du dos. Alors, pourquoi on étire les jambes? Pourquoi c'est si important? Bien, c'est carrément pour la colonne. Donc, cet exercice-là est la version la plus sécuritaire à faire pour le dos, parce que le dos est bien couché, bien protégé. Je ne vous mentirai pas que ce n'est pas ma version préférée à moi pour les ischio-jambiers. Il y en a plein d'autres qui sont faisables, mais elle est simple, elle est sécuritaire. Puis encore une fois, essayez de viser que ça tire derrière la cuisse plus que juste derrière le mollet. Ah, et l'étirement de la rotation dorsale. Ben là, écoutez, c'est une espèce de combo, c'est une espèce de 2 pour 1. Où est-ce qu'on peut travailler la rotation du cou en même temps que la rotation des épaules, qui est en réalité une rotation du milieu du dos. Gardez les pieds bien à plat quand vous faites ça. Puis vraiment, on va aller chercher la chaise avec notre main et on va tirer en tournant la tête. Et savez-vous quoi? Parenthèse qui a été prouvée et qui peut avoir l'air très surprenante,
N'oubliez pas de commencer le mouvement avec vos yeux. Si vos yeux tournent en premier, il a été prouvé que vous allez faire beaucoup plus de gains de mouvement. Fait qu'oubliez pas de tourner vos yeux et d'aller voir au loin qu'est-ce qui se passe en même temps. Ouais, bravo, Élie. C'est bien fait, ça. Excellent. Élie, est-ce que tout le monde est là? Est-ce qu'on est dans les temps? Les temps sont corrects? Parfait. Dernière catégorie, la force. Là, je viens de vous montrer 6 exercices, je pense, d'étirement. Là, on arrive dans les exercices de force. Pour la force, on n'est plus du tout dans le domaine de garder très, très longtemps et de faire 4 fois. On préfère en général aller chercher juste 5 secondes. Sauf qu'on veut faire 10, 12, 15 fois de fil. Même 1 ou 2 séries si vous pouvez. C'est la meilleure façon de faire les exercices qui suivent. Vous verrez par contre que pour le premier exercice que je vais vous montrer, qui s'appelle la planche, j'ai écrit ici 30 secondes. 1, 2, 3 fois. Donc, 30 secondes ou votre maximum que vous pouvez tolérer pendant 2 ou 3 répétitions. Mais ça, c'est juste pour le premier exercice. Maintenant, la petite parenthèse, la force, 3 fois par semaine idéalement. On disait les étirements peut-être un petit peu plus tous les jours. La force, peut-être 3 fois par semaine. Écoutez, une journée étirement, une journée force, une journée étirement, on va être content. Mais idéalement, on vise ça. La fameuse planche dont je viens de vous parler, le but, c'est de se mettre sur les coudes, finalement, hein, et d'avoir une ligne droite entre les épaules et les chevilles. Donc, on se tient sur les coudes comme ça. Et c'est là qu'on veut faire un maximum de secondes qu'on peut tolérer, ou de viser environ 30 secondes, mais juste 2-3 fois. C'est un peu différent au niveau des temps, juste pour cet exercice de force. Superman ou Superwoman, si vous êtes une femme, n'est-ce pas? Donc, ça s'appelle le renforcement des multifides ou des multifidus. Cet exercice-là est un des exercices de stabilité du tronc le plus reconnu. Ce que c'est, en gros, c'est de se mettre à 4 pattes, puis de lever un bras avec la jambe opposée. Donc, comme vous voyez dans le dessin ici ou dans la photo, le bras droit avec la jambe gauche. On reste 5 secondes. Après ça, on ramène et on inverse. Bras gauche, jambe droite. Donc, le but, c'est d'être droit comme ça. Et vous allez voir que souvent, ça va trembler, ce ne sera pas facile à maintenir comme position, mais plus plus vous sentez que ça tremble, plus ça veut dire que vous en avez besoin. Plus ça veut dire que c'est faible. Donc, le but, c'est de rester 5 secondes, 5 secondes, 5 secondes. Voilà pour Superman. Si c'est trop difficile en passant, vous pouvez commencer en levant les bras moins haut et la jambe moins haut, tout simplement. Les squats. Les squats, là, ça a eu beaucoup de bonnes et de mauvaises publicités en réalité. Ce n'est pas un exercice très, très spécifique de la colonne ou de spondyle nécessairement, mais plus vous avez des bons genoux, des bons quads, plus ça vous permet justement de moins vous pencher et de protéger votre colonne de spondylarthrite. Donc, ce qu'on veut, vous le voyez dans le dessin de gauche, là, on peut avoir juste les doigts en appui sur une chaise pour être sûr de ne pas tomber tout simplement. Les pieds à la largeur des épaules. Et ce qu'on fait, c'est qu'on plie les genoux, mais en gardant les fesses sorties. Le fait de garder les fesses sorties en spondyle est très important parce que ça va garder le bas du dos creusé. Ça va l'empêcher d'arrondir. Donc, dans la photo de droite, vous voyez qu'on veut que les genoux soient en ligne avec le deuxième orteil à peu près. À peu près, OK. Maintenant, ce qui est donc mauvais pour les squats, c'est d'amener les genoux trop vers l'intérieur ou trop ouverts. Et vous remarquerez que dans le titre de mon exercice, j'ai marqué quart de squat. Je reviens d'une diapositive. Là. Cette hauteur-là là, de mon dessin de gauche, c'est suffisant. Donc, oui, les squats peuvent être plus problématiques pour les genoux si on descend très, très bas, très, très loin. Ça ne sert à rien. Allez-y avec des squats à peu près à cette hauteur-là. On va être déjà très, très content. Et donc, j'appelle ça des quarts de squat, des demi-squats. Appelez ça comme vous voulez. D'accord? Le pont. Le pont, un autre exercice qui combine hanche et bas du dos. Un exercice qui a été prouvé comme étant un des 3 meilleurs exercices pour la stabilité lombaire, surprenamment. Puis ça a l'avantage d'être un exercice vraiment, vraiment facile pour la plupart des gens à faire.
Quand c'est plus difficile, vous pouvez garder donc vos mains au matelas ou vos mains par terre, parce que des fois, ça aide à pousser un peu puis à tricher un peu. Mais si justement vous commencez à être un peu trop bon pour ça, n'oubliez pas de croiser vos mains sur votre poitrine, ou au moins de les enlever du sol pour que les bras ne trichent pas trop. Donc, le but ici, c'est tout simplement de soulever les fesses, rester 5 secondes et de redescendre. Et puis, la rétraction du cou. La rétraction du cou, là, ça veut dire reculer la tête. J'appelle ça souvent se créer un double menton, ce qui n'est pas très hot. Mais en phase de masque, je vous promets, ça pardonne beaucoup plus. Donc, avec votre masque, le monde va le voir beaucoup moins. Mais l'objectif ici, c'est simplement d'aller exagérer un peu le recul de la tête. On ne lève pas le nez, on ne descend pas le nez, on recule la tête carrément. Ça va aller travailler beaucoup au niveau posture, un peu comme on en a parlé au début quand on s'appuyait au mur, mais aussi, vous allez voir que toute la colonne au complet, pas juste au niveau du cou, là, le milieu et le bas de la colonne vont aller s'en ressentir, malgré que c'est un exercice qui est juste faisable au niveau de la tête. Puis ça se fait debout, mais ça se fait aussi assis devant l'ordinateur, ça se fait assis dans sa voiture, c'est pas dangereux vu qu'on ne tourne pas la tête. Alors, très, très facile à inclure. Puis écoutez, c'est 50 secondes. 5 secondes, 10 fois, débarrassé. Le truc, encore une fois, pour tous ces exercices-là, c'est tout ce que vous pouvez intégrer assis devant la télé, assis devant l'ordi, assis dans la voiture, sur la bolle de toilette s'il faut. Intégrez-le dans des moments que vous avez déjà. Tantôt, la position, ce que je vous ai mis sur les coudes, là, à juste regarder votre téléphone qui était par terre, c'est vrai, prenez vos courriels comme ça, regardez une émission comme ça, euh, faites quelque chose que vous faisiez déjà assis, allez le faire maintenant couché sur le ventre, sur les coudes, pour réussir à justement perdre moins de temps. Fait qu'en gros, c'est ça. On a des trucs en force maintenant que vous pouvez faire facilement chez vous à la merci, sans être à la merci de la météo. On a des trucs d'étirement aussi. Donc, écoutez, en conclusion, en spondylarthrite aussi, et même surtout en spondylarthrite, bougez. J'ai donné plein de trucs et de spécificités, mais peu importe comment, là, bougez. Le meilleur exercice, ça reste celui que vous allez finir par faire. Peu importe ce que moi ou Élie, on en pense. Alors, sérieusement, là, gardez en tête que de bouger est généralement sécuritaire. Soyez régulier. C'est plate, mais c'est vrai. Sinon, les symptômes vont simplement finir par gagner. La discipline, c'est souvent plus payant que de la simple motivation. C'est bien d'être motivé, mais il faut se discipliner. On n'est pas très fort là-dedans, mais vous avez su plein de raisons pour lesquelles ça valait la peine de le faire aujourd'hui. Donc, s'il vous plaît, rappelez-vous-en. Les crises vont arriver, malheureusement. Il ne faut pas abandonner, mais il faut modifier. Donc, n'oubliez pas, modifier. Et patience. Les effets prennent du temps à se faire sentir, je le sais, mais ils sont très payants. C'est très prouvé. Et oui, non seulement pour l'être humain non spondylarthrite, mais aussi pour ceux avec la spondylarthrite. Alors voilà, merci. Hey, wow, hein, sérieusement, Grigor, tu m'as complètement eu avec ta présentation. C'est une présentation, sérieusement, c'est une des meilleures présentations que j'ai jamais vues sur la spondylarthrite. Sérieusement, c'est excellent. Et la bonne nouvelle dans tout ça, pour tout le monde, c'est que ça va être en ligne. On va la garder en ligne, puis ils pourront la voir par la suite. Parce que sérieusement, c'est juste en or. C'est de l'information en or. Il y a Merci, tellement de merci. choses à discuter. L'exercice, c'est très important. C'est un traitement. L'exercice, c'est de la médecine. Dans le fond, on est en train de traiter avec l'exercice, point à la ligne, comme tu dis. Puis, il y a tellement de points importants. On retient qu'il faut s'étirer. On retient qu'il faut faire de la, il faut comme faire du muscle, mais il faut aussi faire du cardio. Donc, les trois choses, tu les as mentionnées, super important. Un 150 minutes modéré, et tu nous as dit c'est quoi modéré? Ben, c'est super puissant. On retient le test de la parole. Tu nous as dit c'est quoi, dans le fond, intense, 75 minutes? Ben, c'est retenu, c'est bon.
Puis là, genre, tu pars dans la discipline, puis à coacher les gens. Fait que là, tu as besoin d'un partenaire qui va te laisser, dans le fond, accountable. Fait que là, ça, c'est super important. On est juste des êtres humains, on n'est pas des... on a plein d'émotions, il y a plein de feelings, il y a la météo. On a toutes les genres d'excuses possibles, imaginables pour ne pas faire nos exercices. Fait que là, tu es en train de nous dire, dans le fond, que, bon, c'est comme n'importe qui, mais pour nous, c'est encore plus important. Fait que si on liait, dans le fond, l'exercice physique à la douleur, vous voulez ne plus avoir mal, ben, dans le fond, il faut faire l'exercice physique. Puis l'exercice physique, on ne peut pas le faire tout de suite, ça va prendre du temps. C'est pas des piqûres à toutes les semaines, mais au fur et à mesure, ça va faire son résultat. Et comment, c'était une des conversations les plus importantes que j'ai jamais vues. C'était vraiment excellent. Écoute, il y a des questions comme quoi, encore une fois, beaucoup d'hésitation par rapport à faire l'exercice pendant les périodes de douleur. Puis on a peur de se faire mal. Mais là, je pense que toi, tu l'as mentionné, mais j'aimerais que tu nous répètes un petit peu, c'est quoi la limite, dans le fond, où on se dit, bon, wow, là, ça va pas, ou bien je vais comme me faire mal, ou je sais pas trop, genre, qu'est-ce qui va se passer si jamais je continue? Et pourrais-tu juste comme nous rassurer un peu plus? Ah ben, écoute, c'est un melting pot de plusieurs choses qu'on a dit un peu, mais c'est une question qui implique beaucoup de facteurs parce qu'il y a des gens qui ont peur, avec raison d'ailleurs, là, tu sais, euh, ils se demandent quelle intensité faire pendant. Donc, comme on a dit, le pendant, une douleur de 0 à 4,5/10, c'est acceptable. Au-delà de ça, ça ne l'est pas. Maintenant, euh, comme on a dit, une fois qu'on est déjà en crise, puis ça, c'est quelque chose que je fais des présentations là-dessus, que là, je ne ferai pas aujourd'hui, mais j'appelle ça le paradoxe exercice-repos. L'être humain, on est mal fait. On ne comprend pas toujours les choses comme il faut, puis moi le premier, là. L'être humain classique, ce qu'il va faire là, quand il n'y a pas de crise, non, maintenant, il se lève un matin, puis il n'est pas en crise, tout va bien. Mais qu'est-ce qu'il va faire, cet être humain-là? Il ne fera pas d'exercice parce que tout va bien. Alors, il va faire le ménage, la vaisselle, le gazon, parce que la semaine passée, il n'était pas capable, il était en crise. Là, aujourd'hui, il va bien, fait qu'il ne fait pas d'exercice. Puis finalement, ben, il fait ses affaires quotidiennes. Maintenant, tout à coup, boum, la douleur augmente. Il est en crise. Et là, il se dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ah ouais, Guigard m'a dit, il faut que je fasse des exercices. Puis là, effectivement, pour revenir à la crainte, j'imagine, dont vous me parlez, là, les patients font comme, je suis en crise, je vais faire l'exercice parce que tu m'as dit d'en faire. J'ai dit que quand on est en crise, il faut respecter ça. Fait que je reviens là-dessus. Une articulation qui est en crise, on la repose, on y met du froid ou de la chaleur, on prend ses médicaments. À la limite, on reprend notre canne s'il faut même aller se protéger jusqu'à ce point-là. Euh, mais ce qu'on fait, c'est qu'on change d'activité. On essaie d'aller viser des activités qui vont chercher d'autres articulations. Et c'est pour ça qu'il faut avoir plusieurs idées d'articulation. J'en ai laissé beaucoup dans plusieurs endroits du PowerPoint d'ailleurs, là. Il faut avoir plusieurs idées et non juste celle qu'on aime, parce que si celle qu'on aime a blessé une articulation, il faut s'en trouver une deuxième qu'on aime aussi. Fait qu'effectivement, en crise, il faut partiellement respectée pour l'articulation, mais l'activité, elle, doit être modifiée, mais quand même poursuivie. On doit poursuivre, encore une fois, soit en changeant d'activité, en allant moins fort, en peu importe. Mais il y a un concept là-dedans qui est important. Puis quand je parlais tantôt du paradoxe, c'est que la plupart des gens, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils ne feront pas d'exercice justement du tout quand ils vont bien, parce qu'ils vont bien. Ils vont essayer d'en faire quand ils vont mal, quand ils sont en crise. Puis là, ils vont dire, voyons donc, il est fou, lui, ça fait bien trop mal. Alors, finalement, ils ne les feront pas non plus pendant la crise. Fait que là, les gens n'en font pas quand ils vont bien. Ils ne les font pas pendant la crise. Ils les font jamais. Et là, on tourne en rond. Je ne sais pas si ça répond à la question, Élie. Hey, comment? C'est exactement ce qu'on voulait entendre. Ouais, on veut entendre, dans le fond, qu'il faut faire d'exercice, il faut se respecter, il faut entendre son corps, il faut se laisser guider par la douleur, il faut, comme ils disent en anglais, be kind to yourself. Be Dans kind des to moments, yourself. exactement, des fois, on est trop tough sur nous-mêmes. On se dit, ah, c'est notre faute, on aurait dû faire plus d'exercice. Tiens, je vais faire d'exercice maintenant, en plein milieu de la crise. Et là, non, ça va juste, c'est ça, c'est la catastrophe, ça va juste augmenter plus. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a toujours un lendemain. Il y a des crises, mais ça va passer. Puis une fois que la crise passe, là, on y va tranquillement, on y va, ben, comme le lapin, j'ai beaucoup aimé ton exemple de lapin, c'est parfait. Et puis j'aime beaucoup ton skill challenge balance, la balance entre, dans le fond, ce qu'on peut faire, puis le gros challenge, le 10%. Dans le fond, on augmente 10% à la fois, tranquillement, mais sûrement. Et voilà, dans le fond,
Mais c'est juste du bonbon, cette présentation. Je pense que tout le monde elle va la dévorer. Puis là, je vois déjà des commentaires comme quoi ils vont comme recommencer la présentation plusieurs fois. Mais oui, il faut prendre des notes. Ça va prendre des mois pour appliquer ça, sinon des années. Mais il y a tellement, tellement de choses à retenir, je trouve. Oui, Mais je veux quand même justement pousser ce que tu viens de dire, Élie, parce que j'ai quand même pas insisté énormément là-dessus, mais Élie a donné un très bon point, là, tu sais, be kind to yourself, là. Euh, Moi, je suis là en disant, ouais, 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 mais pas fou, là. Je comprends très bien que c'est facile à dire. Encore une fois, l'idée, c'est on vous donne des balises, des choses à viser. Plusieurs différents outils. Il y en a certains que vous allez être capable de faire, puis d'autres que vous ne serez pas. Écoutez, si vous commencez à faire juste un quart de ce qu'on a dit, ce sera ce quart-là. Il ne faut pas oublier, par contre, qu'il va falloir peut-être à un moment donné rajouter quand vous serez capable, dans quelques semaines, dans quelques mois, quand la crise sera plus sous contrôle, quand la médication marchera mieux. Parce qu'on n'a pas parlé de médication, mais la médication est un allié incroyable là, au niveau des exercices aussi. Là. Mais il ne faut juste pas oublier d'évoluer là-dedans. Puis si pour l'instant, vous n'êtes pas capable d'en faire plus, c'est correct. Mais regardez, vous pouvez sûrement en faire plus que vous pensez, en variant, en regardant les autres possibilités. Puis, be kind to yourself. C'est sûr qu'on en demande beaucoup. oui, absolument. Et je ne peux pas être plus content que tu l'aies répété puis tu as mis de l'emphase là-dessus. C'est super important. Puis venant de toi, je pense que tout le monde va le prendre au sérieux. Puis là, tout le monde est super excité. Ils veulent se mettre à l'étirement le matin. Fait que là, Gino nous demande, est-ce que c'est mieux l'étirement le matin, le soir, l'après-midi? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Ouais. La manière dont j'aime expliquer ça, c'est faites-le donc quand vous voulez, first of all, tant que vous le faites. OK? Mais c'est une réponse plate, alors je vais essayer d'être plus clair. Euh, J'explique souvent aux gens que quand ils font le matin, ça a l'avantage de les déraidir plus vite. Mais vous savez, le matin, en spondylarthrite, on est toujours plus raide, presque toujours plus raide. Fait que moi, j'appelle ça atteindre votre niveau zéro, votre niveau normal. Là, bien, le fait de vous étirer le matin va accélérer ça. Donc, vous allez partir de -10, vous allez vous rendre à zéro plus vite, ce qui est le fun. Alors, go, c'est parfait. Sauf que si vous voulez vraiment vous améliorer, partir de votre niveau zéro, puis de vous rendre à +10, bien, c'est souvent plus payant d'attendre, d'être déjà déready avant de faire vos exercices le matin. Fait que je dirais souvent aux gens, faites-en un peu le matin si ça vous aide au moins à vous rendre à la job à l'heure. Là. Mais ça reste que vos exercices qui vont vous faire les plus gros gains, gardez-les pour plus tard. C'est une façon intéressante de voir, d'autant plus qu'au niveau de la colonne, on sait que le matin, les disques sont tellement gorgés d'eau que des fois, on recommande aux gens d'attendre une bonne heure avant de faire les exercices le matin. Donc, le matin, on y va tranquille, un peu plus payant si on les fait plus tard, mais anything goes. Ah, absolument. Je peux comme facilement, en fait, comprendre ça. Les seules fois où j'ai pu comme gagner du muscle, gagner en cardiovasculaire, peu importe, c'est quand je m'entraînais l'après-midi parce que dans le fond, j'étais pas mal dans le fond, OK, du point de vue, comme j'avais déjà atteint mon zéro, puis là, c'était correct, puis là, j'avais des gains. Mais le matin, je dois avouer que ben, moi, j'ai pas beaucoup de temps pour me déraidir, fait que c'est les douches chaudes, puis c'est le yoga. Puis le yoga, c'est vraiment super intéressant parce que plein d'exercices que tu viens de mentionner, toi, ben, ça fait partie beaucoup de la routine yoga, fait que j'aime beaucoup. Sinon, il y a une question qui est importante qui vient de Valérie, puis je suis sûr que, en fait, c'est une question qui en fait, nous troublait à tous les deux. Hein. C'est dans le fond, pour les physios, ouais, Valérie a une prescription de physiothérapeute. Mais là, comment est-ce qu'elle va choisir un physio, c'est ça, qui comprend c'est quoi la spondylarthrite? Puis là, dans le fond, c'est vraiment ben, c'est une grosse question. En même temps, c'est une maladie rare. Est-ce que les physios sont assez outillés pour vraiment ben, répondre aux besoins des patients atteints de spondylarthrite? Euh, D'accord. Honnêtement, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Il n'y a pas beaucoup de physiothérapeutes qui sont spécialisés en arthrite, encore moins dans le milieu de la clinique privée. Parce que là, on s'entend que si vous avez des requêtes de vos médecins dans les hôpitaux où ce qu'on est là,
c'est une chose et c'est plus facile. En clinique privée, on a un gros problème de ressources. Tu sais, on cherche depuis des années des physios spécialisés en rhumatologie. Il n'y en a pas beaucoup. Alors ça, c'est vrai. Donc, encore une fois, si vous pouvez trouver un rhumatologue qui vous fasse votre prescription en physiothérapie, souvent, ce rhumatologue-là va avoir accès à des physios, comme moi. Ce n'est pas toujours le cas. Donc là, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'au-delà du fait que, bon, il y a des physios spécialisés en rhumatologie, là, la plupart du contenu des choses que je vous ai montrées aujourd'hui, là, vous les avez tous vues sur Internet, ces affaires-là. J'exagère, mais bon, c'est accessible à la majeure partie des physios, OK? Qu'ils soient spécialisés en arthrite ou pas, va changer la compassion, la compréhension peut-être un peu d'à quel point vous jouez sur la ligne, mais je vous dirais de façon honnête là, que c'est beaucoup à ce niveau-là que la différence va se faire. C'est que des fois, ça va être difficile pour le physio moins habitué de jouer avec la ligne. Mais la réalité, c'est que c'est vous les spécialistes de cette portion-là. C'est vous qui pourrez lui dire, écoute, moi, me connaissant, j'ai fait ci de telle manière, j'ai fait ça de telle manière, mais ce physio-là peut vous renseigner sur le nombre de secondes à faire tels exercices, le nombre de temps, les intensités, comment monter de 10 comme on disait tantôt, comment faire telle technique d'exercice. Mais mes photos que vous avez vues tantôt, là, vous les trouvez tous sur Internet. Là. Fait qu'un physiothérapeute non spécialisé est absolument capable de vous accompagner là-dedans. Absolument, absolument. C'est sûr que si vous avez des questions plus spécifiques sur votre pathologie, vos médicaments biologiques, ça va être plus difficile, mais votre médecin est là pour cette portion-là. Mais je le sais, c'est pas évident, mais un physio non spécialisé peut aider à au moins 85 de votre problème. Toi, c'est super intéressant ça. Fait que toi, dans le fond, ce que tu dis, c'est que bon, on a accès à des matériels en ligne. Les physios, ben, ils ont l'expérience, puis ils ont l'expérience dans la majorité des exercices. Mais là encore, laissez-vous guider par votre douleur, puis vous êtes les spécialistes de vous-même. Puis si vous avez la chance d'être référé par un physio qui comprend c'est quoi la rhumatologie, dans le fond, qui est spécialisé là-dedans, c'est encore mieux. Toi, idéalement, est-ce que tu dirais qu'au moins, quelqu'un qui vient d'être diagnostiqué, il a besoin au moins une fois d'avoir une consultation live, pas en vidéo, pas sur YouTube, au moins comme une ou deux consultations live avec un physiothérapeute qui s'y connaît plus ou moins. OK. Bonne question, Elie. Excellente question même. Je pense que ça va répondre à des questions que beaucoup de gens doivent se poser présentement, là. La réalité, c'est que c'est vraiment correct d'aller chercher des choses non live, d'aller chercher des choses sur Internet, etc. Mais oui, ça a été prouvé que d'avoir une consultation one-on-one, un à un, avec quelqu'un qui s'y connaît un peu, puis savez-vous quoi? À la limite, ce ne sera pas un physio en rhumatologie, ça peut être un coach, ça peut être un kinésiologue, mais avoir des rencontres, une ou deux, soit en début de séance ou même idéalement en milieu aussi de séance, en milieu de vous commencez, vous voyez quelqu'un une ou deux fois, 2 mois plus tard, vous le revoyez. Et ça a été vraiment prouvé que d'aller chercher ce support-là donne des gains supplémentaires. Maintenant, je veux quand même vous dire, puis ça, c'est pas bon pour ma job à moi, qu'on n'est pas 100% essentiel. Si vous n'avez pas accès à ces services-là, soit à cause de la proximité, soit à cause de l'argent, peu importe, là, le fait de débuter par vous-même reste valide. Mais oui, il y a définitivement un plus, ça a été prouvé, si vous rencontrez quelqu'un live. Oh yes, hey, j'adore. Sérieusement, c'était une excellente présentation. Je pense qu'il n'y a personne qui est resté sans commentaire positif, que ce soit là ou sur Facebook. C'était excellent, les gars. Sérieusement, merci énormément. On est déjà à 8h35, on a un petit peu dépassé, mais on pourrait en discuter à l'infini avec toi. Tu as tellement d'informations pertinentes, puis surtout, tu es super précis dans ce que tu dis, super pratico-pratique. Les exemples étaient parfaits, les explications étaient parfaites. Je pense que tout le monde va savourer cette présentation plusieurs fois. Et en fait, on va s'assurer que tout le monde ait accès à cette présentation parce que sérieusement, ça va changer cette vie, cette affaire-là. Tout le monde est motivé pour se lancer. Peut-être on fera une présentation genre yoga slash qu'est-ce qu'on devrait faire de plus parce que c'est quand même excitant. Puis c'est quelque chose que la CSA voulait vraiment comme intégrer beaucoup aussi. Tout ce qui est comme yoga, tai chi là-dedans. Encore une fois, merci énormément. Je ne sais plus quoi te dire. Tu es toujours le bienvenu parmi nous.
S'il vous plaît, laissez-nous vos commentaires pour nous améliorer. On va vous envoyer un petit survey. Ça serait super utile d'avoir vos commentaires pour qu'on puisse s'améliorer au fur et à mesure. Des webinaires en français suivront au fil de l'année. On est là pour vous encore une fois. La CSA est super, super contente d'avoir du monde comme Gligor, vraiment à la soutenir par par des informations aussi fortes et pertinentes pour nous outiller pour mieux vivre avec cette maladie. Merci encore une fois d'être parmi nous. Si vous avez des questions, quoi que ce soit, s'il vous plaît, n'hésitez pas à nous appeler. On est là pour vous. Merci encore d'être parmi nous ce soir. Gligor, merci infiniment. Merci à vous autres, À merci à bientôt, tout le j'espère. monde. Vraiment, merci d'être venu, tout le monde, Allez. vraiment. Puis bonne chance dans la suite. Ili, en gros, merci encore. Merci à toi, Gligor. Salut tout le monde.